Bienvenue à ce point sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, notre attention se porte sur le Moyen-Orient, une région qui connaît des développements particulièrement significatifs ces derniers jours. En effet, une région qui demeure au centre des préoccupations mondiales, nous allons examiner de près les événements récents liés au conflit israélo-palestinien. Oui, et plus spécifiquement, il sera question de la libération d'otages, un geste très attendu. Tout à fait. Et aussi des efforts diplomatiques intensifs qui se déroulent en ce moment même. L'objectif affiché est clair, établir les bases d'une paix durable. Notre mission est donc de décrypter ces événements complexes en nous appuyant bien sûr sur une analyse factuelle des informations disponibles. Exactement. Mais avant d'entrer dans le détail de cette analyse, un mot rapide concernant notre sponsor, ProWave AI. Cette exploration approfondie de l'actualité vous est présentée par Stylo News. C'est l'application d'information qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Une application conçue par d'anciens professionnels du renseignement, il faut le souligner. Absolument. Et Stylo News assure une couverture mondiale en temps réel. Elle analyse en continu plus de 350 sources d'informations internationales. Pour fournir des synthèses équilibrées et objectives. L'idée est de permettre de saisir l'essentiel des enjeux globaux. C'est cela. Revenons donc aux faits marquants de cette journée du 13 octobre 2025 au Moyen-Orient. L'un des développements les plus suivis concerne, sans aucun doute, la situation des otages. Absolument. Un événement notable s'est produit aujourd'hui, la libération d'un premier groupe d'otages israéliens détenus par le Hamas. Et nous avons des précisions sur le nombre? Oui, d'après plusieurs sources concordantes, on parle notamment du réseau américain One America News Network, du Guardian au Royaume-Uni, ou encore d'Investing.com, eh bien, 7 otages ont recouvré la liberté ce jour. 7 personnes. Il est important de souligner, je crois, que cette libération est présentée comme une phase initiale. Tout à fait. C'est ce qui est dit. D'autres libérations pourraient suivre, mais ce sera conditionné bien sûr à la poursuite et surtout au succès des négociations en cours. D'accord. Un détail a été rapporté. Le Hamas avait initialement communiqué une liste. Elle comportait 20 noms d'otages dont la libération était, disons, envisagée. 20 noms initialement. Mais à l'heure actuelle, seules 7 de ces libérations ont été confirmées. Bon, ce geste, même s'il est limité pour l'instant, représente une étape humanitaire significative. Oui, et potentiellement un premier pas vers la restauration d'une forme de confiance, si ténue soit-elle, entre les parties. C'est une possibilité, oui. Et cette libération intervient alors qu'un autre événement majeur se déroule simultanément. Vous pensez au sommet international? Exactement. Un sommet axé sur la paix à Gaza qui se tient aujourd'hui même dans la ville égyptienne de Sharm el-Sheikh. Un sommet qui revêt une importance particulière, notamment du fait de ses co-présidents. Oui, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président américain Donald Trump. Leur présence conjointe est un signal fort. Elle souligne l'implication directe de l'Égypte, acteur régional clé, et des États-Unis dans la recherche d'une solution. Tout à fait. Et le caractère international de cette rencontre est renforcé par la participation de plus de 20 dirigeants mondiaux. 20 dirigeants, on a des noms. Oui, parmi eux figurent les chefs d'État ou de gouvernement de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Espagne, et aussi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. D'accord. Et l'objectif principal, officiellement annoncé? Il est double en fait. D'une part, consolider le cessez-le-feu qui a été conclu récemment, après 2 années de conflits intenses. Et d'autre part? D'autre part, discuter des contours d'un plan de paix plus global pour l'avenir de Gaza. C'est là que les choses deviennent plus complexes. Cependant, il faut aussi noter, je crois, des absences significatives. Cela pourrait tempérer un peu l'optimisme. Oui, c'est un point important. Du côté israélien, la participation du Premier ministre Benjamin Netanyahou est qualifiée d'incertaine jusqu'au dernier moment. Ce qui pourrait refléter des considérations politiques internes en Israël, peut-être. C'est une interprétation plausible, oui. Quant au Hamas, l'organisation a officiellement décliné l'invitation à participer au sommet. Ils ont donné une raison. Selon leur déclaration, ils préfèrent gérer le processus de libération des otages de manière indépendante. Ils ne veulent pas lier directement cette question aux discussions de Sharm el-Sheikh. Ces absences soulignent d'emblée les obstacles majeurs qui subsistent sur le chemin d'un accord global. Absolument. C'est une illustration claire de la complexité de la situation. Pour bien comprendre l'enjeu de ce sommet, replaçons-le dans son contexte immédiat. Il suit cet accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers négocié début octobre 2025. C'est exact. Un accord qui a mis fin à 2 ans d'hostilité, obtenu grâce à une médiation conjointe et intensive des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar. Le sommet de Sharm el-Sheikh vise donc à capitaliser sur cette accalmie, pour aborder les questions de fond, si l'on peut dire.
Oui, et ces questions de fond sont d'une complexité redoutable. Les discussions à Sharm el-Sheikh portent sur un éventail de défis interconnectés. Comme par exemple. Eh bien, il y a d'abord l'immense chantier de la reconstruction de Gaza, qui a été dévasté par le conflit. Ensuite, la question cruciale de la sécurité régionale, des garanties à long terme pour éviter une reprise des violences. Tout à fait. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus délicat, les arrangements politiques futurs pour la bande de Gaza. Ce qui inclut des sujets extrêmement sensibles comme le désarmement éventuel du Hamas. Et la définition d'une nouvelle structure de gouvernance pour ce territoire. Oui, ce sont des points de friction majeurs. Il est essentiel de rappeler aussi l'ampleur du drame humain derrière ces négociations. Le conflit, déclenché le 7 octobre 2023, a duré 2 longues années. 2 ans. Les conséquences ont été tragiques. Des destructions matérielles considérables à Gaza et un lourd bilan humain. On a des chiffres, même s'ils sont difficiles à vérifier. Les rapports disponibles font état de plus de 67 000 morts côté palestinien durant cette période. Ce chiffre donne une mesure de la souffrance endurée et de l'urgence à trouver une solution pérenne. Face à ces enjeux, examinons maintenant les impacts potentiels de ces développements récents à différentes échelles. Commençons par le niveau local, à Gaza et en Israël. Sur le terrain, on observe un sentiment qu'on pourrait qualifier d'optimisme prudent, très prudent. La libération des premiers otages est perçue, en Israël surtout, comme une avancée humanitaire essentielle, je suppose. Oui, très attendu. Parallèlement, à Gaza, on rapporte que des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés commenceraient à retourner dans certaines zones. C'est un timide signe d'espoir. Néanmoins, cet optimisme reste teinté d'une grande incertitude. Les défis sur place sont colossaux. Colossaux, oui. La reconstruction de Gaza, ça nécessitera des ressources financières, logistiques, considérables. Ça prendra des années. Et la sécurité demeure extrêmement fragile, j'imagine. Le cessez-le-feu est récent. Très récent. Sa solidité reste à éprouver. Chaque incident pourrait potentiellement raviver les tensions. Donc, les résultats concrets du sommet de Sharm el-Sheikh auront un impact direct et immédiat sur la stabilité locale. Absolument. Sur la vie quotidienne des populations et sur les perspectives de reprise économique dans une région qui est exsangue. Si nous élargissons maintenant la perspective au niveau national, des principaux acteurs régionaux, l'Égypte par exemple. Pour l'Égypte, accueillir ce sommet, c'est une opportunité de renforcer son image et son rôle traditionnel de médiateur indispensable dans les affaires régionales, surtout sur le dossier palestinien. Et en Israël ? Vous parliez de la participation incertaine de M. Netanyahou. Oui, la situation politique interne semble complexe. L'incertitude autour de sa participation, les divisions rapportées au sein de la société et de la classe politique sur d'éventuelles concessions, tout cela illustre cette complexité. Passons aux acteurs internationaux majeurs. Les États-Unis, sous l'administration Trump. Il joue un rôle que beaucoup de sources qualifient de décisif dans la médiation actuelle. Washington semble vouloir affirmer son influence diplomatique pour parvenir à un accord substantiel. Et l'Iran, un autre acteur régional influent. Sa position est décrite dans plusieurs analyses comme étant marquée par la prudence. Téhéran chercherait, selon ses interprétations, à ne pas se retrouver isolé diplomatiquement. Tout en s'efforçant de maintenir son influence, notamment auprès du Hamas. C'est un équilibre délicat. Un équilibre très délicat pour la diplomatie iranienne, oui. Sur la scène internationale plus large, ce sommet de Sharm el-Sheikh est donc remarquable par cette convergence, assez rare, de nombreux dirigeants. Oui, c'est un fait notable. Il bénéficie d'un soutien multilatéral affiché de l'ONU, de plusieurs pays de l'UE. Cela témoigne d'une volonté internationale de saisir cette fenêtre d'opportunité pour la désescalade. Mais comme nous l'avons dit, l'absence confirmée du Hamas et l'incertitude israélienne rappellent crûment les difficultés diplomatiques qui persistent. Effectivement, ces absences pèsent lourd. Certains observateurs suggèrent que si ce sommet parvient à établir un cadre viable, il pourrait servir de modèle pour d'autres conflits. Est-ce réaliste ? C'est une perspective intéressante, mais il convient de rester mesuré. Le succès dépendra crucialement de la capacité à naviguer les complexités géopolitiques régionales. Il faut prendre en compte le rôle et les intérêts de l'Iran, bien sûr, mais aussi du Qatar, de la Turquie. Exactement. Ces pays ont joué des rôles de médiation par le passé et sont mentionnés comme potentiels contributeurs à une force de supervision du cessez-le-feu. Tout cela doit être géré avec soin. Pour mieux comprendre les dynamiques, penchons-nous sur les perspectives rapportées des décideurs clés.
Le président américain, Donald Trump d'abord. Les sources indiquent qu'il a été personnellement et activement impliqué dans la médiation. Il mettrait l'accent sur la reconstruction de Gaza et l'ambition d'une paix plus large. Sa présence à Sharm el-Sheikh vise à donner du poids à l'accord. Le président égyptien, Sisi, en tant qu'hôte, joue une carte diplomatique importante pour son pays. Absolument. Il cherche à positionner l'Égypte comme le pivot incontournable de la médiation régionale. Du côté israélien, la situation reste donc plus ambiguë. Participation incertaine, débat interne. Oui, mais il faut noter que, selon des informations des 11 et 12 octobre, le gouvernement israélien aurait approuvé le cadre général de libération des otages et un retrait partiel des troupes. Ce qui suggère une adhésion au moins partielle aux étapes initiales, malgré l'hésitation sur le sommet. C'est ça, une apparente contradiction, peut-être, qui est révélatrice des dilemmes politiques actuels en Israël. Et le Hamas, position complexe également. Refus de participer au sommet, mais libération des otages en cours. C'est ça. Sur le fond, le Hamas maintiendrait son opposition à un désarmement complet et au transfert du contrôle sécuritaire de Gaza. Toutefois, vous mentionniez une nuance. Oui, une information rapportée le 4 octobre. Le Hamas aurait exprimé une certaine disposition à transférer l'administration civile de Gaza à un organe technocratique palestinien, non partisan. Intéressant. Et d'autres rapports suggèrent qu'ils auraient accepté des termes clés du plan américain. Effectivement, des rapports des 4 et 9 octobre indiquent une acceptation des termes clés, y compris la libération de tous les otages. Comment concilier tout cela, c'est une question ouverte. Regardons les autres acteurs internationaux présents. L'ONU, avec Antonio Guterres. Il apporte le soutien ferme de l'organisation au sommet et au processus de paix, insistant sur l'aspect humanitaire et le droit international. Les dirigeants européens présents, France, UK, Italie, Espagne, affichent aussi leur soutien. Oui, soutien aux efforts pour ramener la paix et la stabilité dans cette région stratégique. Les soubresauts là-bas ont souvent des répercussions ici. Et l'Iran, pour revenir sur ce point, observe donc avec une prudence calculée. C'est l'analyse de sources comme Radio Farda. Téhéran aurait accueilli le plan sans enthousiasme, mais sans rejet frontal, pour éviter une marginalisation tout en préservant son influence. Il est aussi instructif de voir comment ces événements sont couverts par différentes sources d'information mondiales. Vous avez mentionné NTD-TV, Euronews Persien, Epoch Times. Oui, Radio Farda, Live Mint, The Times of India, chacun rapporte les faits, mais avec des angles et des mises en relief qui peuvent différer. Cela reflète la diversité des perspectives. Par exemple, Eh bien, Epoch Times, par exemple, tend à souligner ce qu'il considère comme le rôle moteur de l'administration américaine actuelle. tandis que d'autres, comme Euronews Persian, mettraient plus l'accent sur la complexité des négociations, les points de friction. Exactement. Ou la signification des absences au sommet. Radio Farda, lui, analyse en détail la réaction iranienne. C'est pourquoi il est important de consulter plusieurs sources. Pour obtenir une image nuancée, oui. Et cette diversité de perspectives se reflète aussi sur les réseaux sociaux, j'imagine, souvent de manière amplifiée. Tout à fait. Une analyse des discussions sur X, l'ancien Twitter, autour de hashtags comme hashtag Middle East, hashtag Israël, hashtag Hamas, hashtag Gaza, hashtag Peace, révèle une très forte polarisation. Une tonalité majoritairement négative sur les hashtags liés au conflit lui-même. Oui, hashtag Middle East, hashtag Gaza, hashtag Military, hashtag Hamas, affichent souvent des taux de sentiments négatifs très élevés, plus de 60-70%. Beaucoup de frustration, de condamnation de la violence, d'inquiétude humanitaire. Et pour hashtag Israël, Là, c'est très divisé. Des sentiments partagés, souvent 50-60% de négatifs, mais aussi 30-40% de positifs. Ça reflète les soutiens et les critiques. et hashtag Peace, le hashtag de la paix. C'est mitigé. Un mélange d'espoir prudent, peut-être 50% de positif, mais aussi une forte part de scepticisme, voire de cynisme sur les chances réelles d'une paix durable. On observe aussi que les utilisateurs partagent des articles de sources établies, mais souvent pour appuyer un point de vue déjà existant. Oui, c'est fréquent. Ce qui peut créer des chambres d'écho, où l'on est surtout exposé à ce qui confirme ses propres opinions. Le dialogue constructif devient alors plus difficile. Cette polarisation en ligne est donc un facteur d'ambiance à ne pas négliger. Certainement pas. Pour conclure cette analyse factuelle, quels sont les développements clés à surveiller dans les jours et semaines à venir? D'abord, évidemment, la poursuite ou l'arrêt de la libération des otages par le Hamas. Oui, chaque nouvelle libération serait un signe positif. Une interruption indiquerait un blocage.
Deuxièmement, les résultats concrets du sommet de Sharm el-Sheikh. Y aura-t-il une déclaration finale, des engagements financiers pour la reconstruction? Troisièmement, la mise en œuvre effective du cessez-le-feu sur le terrain est-il respecté? Et le déploiement de cette force multinationale de supervision. Force qui pourrait inclure Égypte, Qatar, Turquie, Émirats arabes unis. On a aussi parlé de 200 militaires américains déployés en Israël, mais pas à Gaza même. C'est ce qui est rapporté, pour des tâches de surveillance et coordination. Quatrièmement, les prochaines étapes des négociations sur les points épineux, désarmement, gouvernance future de Gaza. Et cette idée d'un conseil de paix mentionné par le président Trump? Sa nature reste à éclaircir. Tout à fait. Et enfin, peut-être le point le plus déterminant à court terme, la réaction officielle d'Israël et du Hamas aux conclusions éventuelles du sommet. Leur adhésion, même partielle, ou leur rejet, conditionnera largement la suite. Exactement. Cela déterminera si cette initiative diplomatique a une chance de porter ses fruits. Alors que ces tractations se poursuivent dans ce contexte si chargé, une question demeure. Ces efforts extérieurs, aussi importants soient-ils, parviendront-ils à surmonter les divisions internes profondes, les méfiances accumulées? C'est la question fondamentale en effet. La condition nécessaire pour une paix qui soit non seulement signée, mais aussi vécue et durable pour les populations. C'est l'interrogation majeure que soulèvent ces événements. Cette synthèse de l'actualité au Moyen-Orient a été élaborée pour nos auditeurs par Stylo News. Pour générer ce compte-rendu, Stylo News s'appuie sur l'analyse continue d'une multitude de sources d'informations traditionnelles mondiales et aussi sur l'interprétation des tendances sur des plateformes comme X. L'objectif est d'offrir une perspective aussi complète et nuancée que possible des événements en cours. Et si l'on souhaite bénéficier d'informations personnalisées, générées par intelligence artificielle et adaptées à ses propres centres d'intérêt, il est possible de découvrir les services de Stylo News. Il suffit de s'abonner sur le site www.stylonews.com. Nous vous remercions de votre attention pour ce tour d'horizon de l'actualité. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et mises à jour, n'hésitez pas à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. D'ici là, restez informés.